Et j'avais même pas, c'était en 68. J'ai commencé ma carrière en 68, je suis vieux. Et à ce moment-là, j'avais pas de notion très claire de ce qu'était un quartier défavorisé ou pas défavorisé. Quand tu viens de là, tu n'as pas cette conscience-là. Moi, j'avais étudié, puis à l'époque, on pouvait devenir enseignant sans aller à l'université, ce que j'ai fait. Pour ça, je n'ai pas de diplôme universitaire, moi, je me présente ici, je suis à l'étranger. Donc, je suis dans un milieu où, tout à coup, d'abord, j'enseigne dans une école qui est uniquement de garçons. À l'époque, c'était encore les sexes séparés dans les écoles. 1200 gars, des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Vanier. Alors ça, c'est la clientèle de cette école-là. Et petit à petit, je découvre que 72% des élèves qui sont dans cette école-là, les parents sont sur l'aide sociale. Là, premier choc, moi je ne connaissais pas ça. Même si j'étais entouré de gens qui vivaient sur l'aide sociale, tu n'as pas cette conscience-là. Tout le monde est pareil. Tu sais, mon père travaillait. Donc, mais c'est un travailleur après le salaire, travaillait avec Cité Tobacco. Donc, il était comptable, mais comme il disait, tu n'es pas un comptable agréé, c'est un comptable agréable. Fait que, il remplissait des colonnes de chiffres, il n'y avait pas de calculatrice, donc il remplissait des colonnes de chiffres. Mais pour des siècles. Donc, tu n'as pas la conscience de ça, mais à travers mes premières années d'enseignement, là, je découvre d'où je viens d'une certaine façon. Je découvre d'où je viens, mais d'une façon assez c'est-à-dire, c'est pas en regardant les gars que j'avais devant moi que j'ai appris ça, c'est en regardant les statistiques concernant ces gars-là, m'apercevoir que nous sommes dans un quartier défavorisé. Moi, c'est comme ça, j'ai 22 ans, 21, 22 ans. Je commence à enseigner au secondaire, puis je découvre ça. Donc, ma conscience sociale, moi, s'est faite là. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans ce quartier-là. Et tranquillement, avec un de mes amis avec qui j'ai commencé à enseigner en même temps, là, j'ai comme allumé, parce que lui, il l'était. Lui, il avait été beaucoup plus dans ces situations-là. Donc lui, il l'était allumé, puis il m'a allumé là-dessus. Et dans cette mouvance-là, on était tout un paquet de gens qui se connaissaient, des amis, depuis peu de temps malgré tout, et on décide, lui en particulier, décide de créer un comité de citoyens à Saint-Sauveur. Puis en même temps, l'année d'avant, il y a un autre comité de citoyens qui s'était créé dans le quartier Saint-Roch qui s'appelait le comité de citoyens de l'Aire 10. Pourquoi l'Aire 10? Parce qu'à l'époque, le zonage de la ville de Québec était divisé en quartiers, en aires et en zones. Donc, l'aire 10, c'était quelque chose d'assez précis. C'est à peu près le carré dans lequel Saint-Roch s'est reconstruit au cours des années 90. C'est ce carré-là dans lequel, dans le fond, ce comité de citoyens-là avait été créé. Et pourquoi le comité de citoyens avait été créé? C'est parce qu'il y avait dans ce quartier-là, un projet qui avait été annoncé par le maire de la Montagne, qu'on était pour démolir 2 pâtés de maisons entre l'arrivée des autoroutes que vous voyez aujourd'hui, là, tu sais, 6 voies qui arrivent puis qui tombent à 2 voies, là, vous me demandez comment ça se fait, parce que cette autoroute-là a été bloquée par un mouvement citoyen. Donc, on entend parler, mais moi je demeurais là à l'époque, là, on entend parler qu'on va démolir les 2 pâtés de maisons qu'il y a entre Saint-Vallier et Sainte-Hélène. Pas grand-chose, mais c'est la rue qui est derrière le boulevard Charest, qui est coupée en partie, là. Alors, ces 2 pâtés de maisons-là, on était pour les démolir jusqu'au boulevard Saint-Sacrement. Vous imaginez la quantité de dizaines de milliers de logements qu'on voulait mettre à terre. Pourquoi? Pour faire une autoroute qui nous permettait d'arriver de Beauport, de passer à travers la ville. C'était le boulevard métropolitain, mais au lieu de le faire au-dessus, on le faisait, on démolissait. Alors ça, là, les gens se sont levés.
Parce que ça a touché tout le monde. Tu es touché quand, en fait, on se rend compte que la mobilisation tient à deux choses. Ton milieu de vie est touché directement ou ton portefeuille est touché directement. Disons, plus tu es pauvre, plus c'est ton milieu de vie, puis plus tu es riche, plus c'est ton portefeuille qui te fait bouger. Alors donc, dans cette perspective-là, dans les années, à partir de 68, donc 68, 69, jusqu'à peu près en 76, ce sont des mouvements citoyens qui s'opposent, mais là, de façon très, ça bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se faisait beaucoup d'actions, je dirais, beaucoup d'actions de nuit en particulier, pour mes souvenirs à moi. Puis, la population est mobilisée à tous les niveaux, parce qu'un des importants acteurs de cette période-là, c'était le curé de Saint-Roch. Bien connu d'ailleurs, il est mort aujourd'hui, mais lui, il a bloqué les voies ferrées, il a bouché les rues, puis on a fait des trucs de nuit avec lui. Moi, j'étais dans sa gang. On a fait des trucs de nuit avec lui pour écœurer les décideurs. Donc, l'idée, c'était, un, de bloquer cette démolition-là, puis deux, du côté de Saint-Sauveur, parce que c'est plutôt de ce côté-là que je me suis retrouvé une fois que j'ai eu déménagé. Du côté de Saint-Sauveur, c'était, on envisageait de changer le zonage qui était à ce moment-là à 3 étages et demi, pour en faire un zonage à 6 étages à la grandeur du quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain matin, mon terrain vaut plus cher que ma maison. Donc, si je vends ma maison de 3 étages, mon terrain vaut très cher, je vais faire de l'argent, ils vont en démolir, puis ils vont construire un 6 étages. Donc, on voyait tranquillement notre quartier se démolir petit à petit pour être remplacé par un quartier avec des 6 étages. Donc, de ce côté-là, c'est la même chose. Les gens se mobilisent, leur milieu de vie est touché. Ce pas des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils veulent rester là. Parce que l'idée pour eux autres de quitter un endroit comme ça, comme on l'a fait avec les gens de Saint-Roch, parce que il y a quand même 8000 logements qui avaient été démolis lors de la construction de l'autoroute. Il y a 8000 logements qui ont été démolis et ça s'est fait à peu près en 1 mois et demi, 2 mois. Alors, puis moi j'ai assisté à ça parce qu'à l'époque, j'accompagnais un bonhomme dans mon coin qui se présentait comme commissaire d'école. Fait que là, il fallait distribuer des dépliants. Pour distribuer des dépliants, je reviens avec à peu près tout. Puis j'ai dit, écoute, il n'y a plus de maison dans ce coin-là. Ça se démolissait, là, ça tombait là, comme des mouches. Donc là, les gens réagissent du côté de Saint-Sauveur en disant, on ne veut pas qu'il nous arrive ce qui est en train d'arriver dans Saint-Roch. Donc, la mobilisation citoyenne s'est faite dans ces quartiers-là, parce que ces quartiers-là étaient directement, puis dans leur milieu, directement touchés par les décisions de l'administration municipale. Puis en plus de ça, vous voyez les tours Bardi dans les, comment ça s'appelle aujourd'hui, P10. Les tours P10, les HLM dans Limoilou. Dans Saint-Pascal de Limoilou. Ces tours-là ont été construites spécifiquement pour, avec la tour aussi de Marie-l'Incarnation, coin Marie-l'Incarnation Amel. Ces 2 tours de HLM-là ont été construites spécifiquement pour reloger les gens qui demeuraient dans les 8000 logements de Saint-Roch. Vous imaginez, on déracine des gens qui sont là depuis 1, 2, 3 générations, on les envoie dans des HLM parce qu'on veut démolir leur maison, on les exproprie, tout simplement. On les exproprie, puis on envoie ça dans les HLM, et les gens sont complètement déracinés. Donc, dans Saint-Sauveur, il n'était pas question qu'on se fasse faire la même chose. Et comme par hasard, la ville décide de construire un premier HLM si je me rappelle bien, là, qui devait avoir quelque chose comme une quinzaine d'étages. Là, actuellement, il est à 7, je pense, 6 ou 7. Mais ça aussi, ça a été bloqué par les citoyens parce qu'on dit on ne veut pas se faire le coup des gens de Saint-Roch. Fait que ce HLM-là, c'est celui qui est entre Napoléon et Napoléon, puis en arrière, c'est... non, m'échappe. En tout cas, c'est un HLM qui est juste derrière le presbytère Saint-Sauveur. C'est un gros HLM-là qui devait être le double de ça. Le comité de citoyens a réussi à l'empêcher. Donc, la mobilisation
elle est venue parce que les gens se sentaient attaqués dans leur trip. Oui, Florence, question. Est-ce que c'était une mobilisation, comme tu dis, de nuit avec des actions, etc. Ou est-ce qu'il y avait des lieux prévus soit par la ville, soit par la loi, ou de rencontres pour discuter? Ou bien c'était de la confrontation pure? Non, c'est la confrontation. C'est-à-dire que, en fait, de nuit, j'ai parlé de quelques... Ça, c'est la caractéristique des actions du curé. Ça, c'était au début complètement. Mais petit à petit, c'est devenu beaucoup plus public. De jour des manifs, on faisait des contre-marches, on bloquait la circulation, on empêchait même des travaux de se faire en rentrant sur des chantiers de construction où il fallait que les entrepreneurs arrêtent tout parce qu'il y avait des citoyens. On a fait des marches, des réunions. Mais quand je vous dis, dans ce temps-là, on réunissait les citoyens dans un coin, là, puis on ramassait facilement 300-400 personnes. Parce que les gens voulaient qu'il se passe quelque chose, mais on avait l'impression que nous, dans nos quartiers, on n'avait aucun poids sur l'administration. Que tout se faisait, les belles affaires se faisaient sur le plateau, puis dans le Bourgneuf, tu sais, tout. Nous autres, là, on devait disparaître. On devait démolir, puis c'était vraiment l'exemple. Il fallait démolir, puis remplacer ça par des immeubles plus importants, plus imposants, modernes, pour faire venir de la population avec de l'argent. En fait. Puis la création du Centre Fleur de Lys était dans cette perspective-là de pouvoir permettre aussi à cette population-là d'avoir son centre d'achat, parce que c'était nouveau, le centre d'achat. Ça commençait à Sainte-Foy, et Laurier commençait. Il fallait que dans le centre-ville, on ait un centre d'achat. Par contre, il y a eu une résistance à la rue Saint-Joseph. On a décidé, OK, on va en faire un faux centre d'achat. On va mettre un toit sur la rue, puis ça va faire comme un centre d'achat. On fait chaud en dedans. Alors, ça, là, je vous mets ça un petit peu en vrac, là, mais il y a plein de décisions municipales qui ont été prises qui étaient vraiment perçues comme une attaque directe aux gens des quartiers, de la Basse-Ville en particulier, de la Basse-Ville. Vanier était moins attaqué parce que c'était une petite ville à part. Vanier était une municipalité qui était enclavée dans la ville. Oui? J'aimerais savoir quelle était la réaction de la ville face à ces contestations de nuit. En fait, au début, la ville s'en occupait pas vraiment. Petit à petit, ils ont été obligés de réagir parce que la mobilisation était trop importante. Entre autres, sur la question de l'autoroute, ils ont été obligés de mettre fin au projet parce que là, la démolition, ça n'avait plus de sens. Puis d'autant plus que, comme ils n'avaient commencé, pendant qu'ils faisaient les démolitions, en fait, c'est que les décisions étaient prises depuis un certain temps. Les gens, le monde, comme ça, ne suit pas la politique municipale. Et puis, ça ne faisait pas partie de l'actualité autant que ça peut en faire partie aujourd'hui. De sorte que les gens étaient peu informés du fait qu'il y avait des décisions qui avaient été prises. Là, il y a quelques personnes un peu plus informées. Je pense à Marc Boutin, qui est un architecte qui suivait, puis qui suit encore, les questions municipales. Louis Dumoulin, qui est un autre gars qui suivait ça de très près, qui est un architecte aussi. Donc ces gens-là suivaient un peu l'évolution des choses et voyaient venir la catastrophe, mais ils n'étaient pas non plus des gens pour mobiliser des foules, c'était pas des gens pour haranguer les foules. Donc la mobilisation est venue quand les gestes sont apparus. La mobilisation est venue quand on a vu les démolitions. Et petit à petit, là, les gens voyaient que ce qui se faisait là pouvait s'étendre à la grandeur de la Basse-Ville et c'est là que la mobilisation s'est faite. Donc, tranquillement, là, ça s'est cristallisé autour d'un certain nombre de personnes qui ont créé les comités de citoyens. En fait, il y a 3 comités de citoyens qui sont apparus assez rapidement dans les quartiers de la Basse-Ville. Le premier, ça a été celui de l'R10, dont je vous parlais tantôt, et le deuxième, ça a été Saint-Sauveur. Puis, il y en a eu un qui s'est créé plus tard dans Saint-Jean-Baptiste, puis il y en a eu un à peu près en même temps qui s'est créé dans Limoilou. Ces 4 comités de citoyens-là se sont créés de façon très séparée. Ils ne se connaissaient pas forcément entre eux, mais petit à petit, ont créé rapidement un réseau entre eux pour se mobiliser.
C'est de ce réseau-là qu'à un moment donné, il y a une discussion qui a été commencée où les gens ont dit il ne faut pas se contenter de faire des actions comme ça parce qu'on ne gagnera pas. Il faut vraiment aller du côté politique. Alors, ce cheminement-là a été amplifié par, en fait, 4 intellectuels qui ont écrit le rapport, le nom m'échappe tout d'un coup, là. Ils ont écrit un rapport sur une ville à vendre, parce qu'on voyait tranquillement l'administration, puis ça a commencé avec la montagne, mais ça s'est poursuivi avec Jean Pelletier. Le maire Gilles. Le maire Gilles Lamontagne, excusez-moi. Le maire Gilles Lamontagne, et ça s'est poursuivi avec le maire Jean Pelletier. Donc, on voyait s'amplifier tranquillement l'idée qu'il y avait une collusion entre cette mairie-là et des promoteurs qui pouvaient être éventuellement les réalisateurs de leurs projets urbanistiques. Alors là, l'organisation des comités de citoyens ne suffisait plus parce qu'il fallait avoir une organisation qui débordait les quartiers. Parce qu'il n'y avait pas une gestion par quartier. Donc, il fallait absolument... Puis, on savait à l'époque déjà que les conseillers municipaux n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Pas plus, peut-être un petit peu plus que ce qu'ils en ont aujourd'hui. On a fait ça de même. Et tu disais les 4 intellectuels, un rapport... Il y a Pierre Mainguy, Paul Villeneuve, il me semble qu'il y avait Gilbert Hamel là-dedans, puis le 4e, je ne me rappelle pas. Là. Alors, ESOP, le rapport ESOP. Donc, si vous tapez rapport ESOP, vous allez trouver ça. Donc, ça a donné l'occasion de faire avancer la réflexion sur comment on va essayer de s'introduire dans le pouvoir politique municipal. Et de là est sorti le Rassemblement populaire. Le Rassemblement populaire, au début, se voulait juste un mouvement politique, mais il est devenu petit à petit un parti politique. Mais ça a commencé comme une espèce de mouvement politique. Et les 4 personnes des OP, il y avait Pierre Racicot qui était là-dedans aussi. Donc, c'est pour ça que Pierre Racicot a été le premier chef de parti du Rassemblement populaire. Et pour le Rassemblement populaire, compte tenu de tout ce qui s'était passé, vous voyez cette mobilisation des citoyens, là, on voulait au moins pouvoir poser des questions à l'hôtel de ville. Or, à l'hôtel de ville, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas poser de questions. Puis à un moment donné, il y a eu une petite ouverture. On avait le droit de poser des questions, il fallait les écrire d'avance, les envoyer à l'hôtel de ville. Puis là, s'il décidait de laisser parler la personne qui avait... là, on le laissait parler, puis il y avait quelqu'un qui avait effectivement préparé une réponse de 3 pages pour lui expliquer qu'il y avait tort. Donc, c'était ça, la seule place que les citoyens avaient pour essayer de contrer ou de questionner le pouvoir municipal, c'était ça. Donc, c'est pas par hasard que le Rassemblement populaire est né d'abord d'une volonté de créer une place pour les citoyens, pour que les citoyens puissent au moins avoir un certain regard sur l'évolution et l'aménagement de leur quartier. D'où l'idée que le premier article du Rassemblement populaire dans son programme est devenu assez rapidement la création de conseils de quartier. Ça, c'était voilà. en quelle année? S'il vous plaît, vous regardez le conférencier pour l'encourager, pas vos écrans, hein? Je compte sur vous, n'est-ce pas? C'est pas grave, je suis habitué parce que... Vous avez des notes? D'accord, sauf pour prendre des notes. Ben, j'ai des enfants et des petits-enfants, puis quand je leur parle... Je sais, mais j'avais oublié de le dire, je fais toujours ce petit rappel. En quelle année, donc, la décision de passer de la société civile à la politique s'est faite? C'est je dirais que le premier embryon du Rassemblement populaire, c'est en 71. OK, donc quand même assez rapidement. Assez rapidement, oui, parce qu'on a vu très vite dans les actions des comités de citoyens dès le début
qu'on n'avait pas la possibilité de faire bouger le pouvoir municipal juste avec des manifestations. Une question? Ben, en fait, en 77, ici, ça dit que ça a été officiellement, comme sur le rapport de M. Rasco, vous parliez de Oui. Donc, en 77, il y a eu 25% des votes. Oui. 77, c'est la première élection à laquelle le Rassemblement populaire a officiellement participé. Donc, en 71, on est au mouvement, comme je disais, un mouvement politique. On n'est pas encore décidé d'aller dans un mouvement pour se faire élire, donc un parti politique. Et petit à petit, parce que la discussion a duré quand même assez longtemps, mais quand, en 73, aux élections de 73, où on ne s'est pas présenté, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'impact sur la population, sauf dans nos quartiers, puis que c'est pas juste par nos quartiers qu'on réussirait à battre le pouvoir qui est en place. Donc, il fallait absolument trouver une façon, et petit à petit, on a cheminé en 60. Il me semble que c'est un an avant, donc ça doit être en 76 qu'on a officiellement déposé l'existence du Rassemblement populaire au DGE à l'époque. Et puis, donc, la première élection à laquelle on a participé, c'est en 77, après ça, tous les 4 ans. Donc, Pierre Rasco est demeuré chef de parti de 77, 81. Et en 85, c'est Pierre Mainguy qui a pris la relève. Et en 89, c'est Jean-Paul Lallier qui a pris la relève comme chef de parti. Donc, et on est toujours dans ce parti qui veut donner d'abord et avant tout une place aux citoyens. Par contre, dans tout ce cheminement-là vers le parti politique, évidemment, là, tu ne peux pas t'occuper que de ça. Quand tu t'en vas en politique municipale, tu t'embrasses large. Il y a la question du patrimoine, il y a la question de l'aménagement urbain, il y a la question de la restauration. En fait, il y a plein les permis, la police, les pompiers. En fait, pour t'occuper de quelque chose qui te semble central, tu es obligé de pogner le reste. Donc, dans notre parti, là, il y a eu énormément de discussions, beaucoup de colloques, d'assemblées générales pour définir ce programme-là, mais jamais les conseils des quartiers n'ont bougé de leur place. Ça restait toujours la priorité. Mais je dirais que dans les années qui ont suivi, une fois que cette priorité-là a été définie, toutes les autres préoccupations municipales ont dû être prises en compte, tranquillement. Donc, voilà pour le cheminement. En 77, on se présente et en 77, on n'est pas élu du tout. En 81, on a 3 conseillers municipaux qui sont élus, donc dans l'opposition. Et en 85, on a encore 3 conseillers municipaux qui sont élus toujours dans l'opposition. Et tranquillement, on fait avancer l'esprit dans lequel ce parti-là veut se présenter. Mais ça nous prenait un porteur, finalement, qui était capable d'avoir du charisme et de l'expliquer à la population, puis d'attirer l'attention de la population, puis ça a été Jean-Paul Lallier. Ce qui fait qu'en 89, quand on s'est présenté avec lui, là, alors moi, je me suis présenté en 85 avec Pierre Mainguy. J'ai été battu, puis en 89, j'ai été élu avec Jean-Paul Lallier. Est-ce que tu peux dire, parce qu'il y a des noms québécois ici, qui est Jean-Paul Lallier rapidement Jean-Paul Lallier a été maire de... d'abord, Jean-Paul Lallier, à 27 ans, était ministre de la Jeunesse et des Loisirs, avec Robert Bourassa, donc un libéral. Mais quand est arrivée la question du référendum, Jean-Paul Lallier, tout en étant libéral, s'est positionné du côté du oui clairement. Donc, il a été un peu mis de côté par les libéraux. Et après ça, bon, il a cheminé, c'est un avocat de formation, mais il a été représentant du Québec en Belgique, entre autres au Maroc. Il a fait un peu la représentation du Québec dans divers pays. Puis, en 87, on a pris contact avec lui pour commencer parce qu'on connaissait sa vision des choses, qui était très proche de la nôtre. Donc, on a commencé à discuter avec lui, puis il a accepté en 88, donc on a fait la campagne avec lui. Et il est resté maire de Québec pendant 16 ans. Mais c'était un rassembleur, c'était un visionnaire, au point que
moi, j'ai été avec lui pour les 2 premiers mandats. J'étais vice-président du comité exécutif, donc, mettons, son bras droit, pendant 8 ans. Puis, après ça, les 8 autres années, Jean-Paul Lallier était minoritaire à l'Hôtel de Ville. Et quand je dis ça aux gens, les gens s'en sont jamais rendus compte qu'il était minoritaire à l'Hôtel de Ville parce qu'il était tellement rassembleur que même au comité exécutif, il y avait un représentant de l'opposition pour le faire. Minoritaire pour les non-québécois, c'est-à-dire au niveau municipal, on a un système présidentiel ici. C'est ça. Le maire est élu au suffrage universel et les conseillers municipaux représentent chacun un district. Donc il est possible d'avoir un maire qui n'est pas du même parti que la majorité des conseillers municipaux. OK. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Paul Lallier pour les 8 dernières années de sa présence à l'Hôtel de Ville. Et pendant ces 8 années-là, les gens ne se sont jamais rendus compte qu'il était bloqué dans ses projets parce qu'il savait rassembler les gens. Puis, il donnait beaucoup de place à ses collègues au comité exécutif, y compris la représentante de l'opposition à ce moment-là. Donc, c'était un visionnaire et c'est ce dont on avait besoin. Dans le fond, quelqu'un qui est capable d'aller au-delà du... un programme de parti, c'est assez sec. Alors, lui, il était capable de l'expliquer d'une façon beaucoup plus, je pense que pour les gens ordinaires, plus compréhensible. Il nous a permis d'arriver au pouvoir. Et là, évidemment, la première tâche qu'on avait mis dans la liste de nos tâches... Attends, moi je me rappelle très bien parce que je venais d'arriver au Québec quand il y a eu cette élection. Et un des enjeux, c'était la construction de l'îlot Saint-Patrick. Ouais, c'en était un. Il y avait la Côte d'Abraham. La Côte d'Abraham, ouais. En tout cas, c'était des enjeux, c'était encore une fois des projets. Mais ils voulaient construire des énormes condominiums dans l'espace Saint-Roch. Dans ce qui est devenu la place, le terrain vague. Le projet de Jean Pelletier, c'était de faire un peu là, comme à Ottawa, le centre Rideau à Ottawa. Le Rideau Center d'Ottawa, c'était le même modèle. Okay. Donc, faire arriver l'autoroute en dessous, des gros parkings souterrains, puis des magasins, des bureaux, etc. C'était un immense tour qu'ils voulaient faire en bas. Et notre projet, nous, c'était de retisser le quartier avec tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en commençant par un jardin. Ça, c'était le scandale. Imagine-toi, on est dans un trou où il n'y a plus rien, tout a été démoli, ça a l'air d'un quartier bombardé, et on va faire un jardin. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Est-ce qu'elle est là, c'est toi? Alors tu pourras éventuellement aller voir Jacques. Elle va faire une étude de cas sur la rénovation de l'espace Saint-Roch. Ouais. C'est ça. Bon, puis moi je suis responsable d'Abbotsville comme membre du comité exécutif en plus, fait que c'était comme dans ma cour. Et c'est pour ça que j'ai mené pas mal tout le dossier du jardin. Là. Et par ailleurs, il m'avait confié aussi la création des conseils de quartier. Et là, j'ai réussi à mettre en place un projet pilote en 1993, quelques mois avant la deuxième élection. Donc, pourquoi? Parce que le concept de conseil de quartier, vu du point de vue d'un parti, d'une assemblée générale de parti, c'est terrible, extraordinaire. Mais quand tu es élu, là, tu tiens ton petit pouvoir. Là, c'est chiant, les conseils de quartier, ils vont venir nous emmerder, puis donc, ils vont faire ma job. Et là, je me suis battu. Mais quand je dis battu, je me suis battu contre le caucus et contre le parti. Parce que, à la base, les conseils de quartier, le parti voulait absolument qu'ils soient décisionnels. C'est-à-dire donc que c'était les conseils de quartier qui auraient eu la décision finale sur les choix de zonage, entre autres. Ouais. Là, c'est un peu embêtant parce qu'on a besoin d'un regard beaucoup plus large sur ça. Donc, si on allait vers ça, en plus de ça, il fallait faire changer la loi des cités et villes pour permettre la création d'un autre niveau de pouvoir municipal. Bon, c'est gros, là. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Donc,
dans l'évolution de toutes les discussions que j'ai eues avec le contentieux, puis j'avais Francine Roberge, qui était conseillère municipale à l'époque, avant d'être elle-même au comité exécutif dans le deuxième mandat, qui était une syndicaliste, puis qui connaissait bien les jeux, les jeux, tu sais, légaux, licites, tu sais, en fait, tout ça. Alors, on a travaillé beaucoup avec les avocats pour trouver une façon de faire qui nous permette d'aller le plus loin possible dans la capacité du Conseil des quartiers à influencer les décisions, sans pour autant être le porteur final de la décision, mais en ayant la capacité de savoir comment on réagit par rapport à ses avis. Je vous explique ça. En fait, d'une part, les conseillers municipaux au caucus, il y en avait plusieurs qui avaient le sentiment qu'on leur enlevait du pouvoir. Parce que dans notre proposition, les élus qui siégeaient au conseil de quartier, qui couvraient une partie ou en totalité leur district électoral, n'avaient pas le droit de vote. Donc, c'est seulement que les membres du conseil qui ont le droit de vote au conseil pour l'avis. Donc, il y a des élus qui disaient « Ouais, mais là, j'ai plus de pouvoir. » Alors, ça a été long de leur démontrer, chanceux, ils vont te donner un avis duquel tu n'es pas participant, auquel tu n'es pas participant. Donc, tu gardes ta liberté de dire « Je suis d'accord » ou « Je ne suis pas d'accord ». Donc, après ça, tu peux discuter et revenir avec un argumentaire sur ta décision que tu auras prise après. Tu gardes un buffer, pour parler français, pour t'empêcher d'avoir tout de suite sur le tas là à prendre une décision. Tu te donnes du recul. Après du temps, ça a fini par passer. Mais, à l'autre extrémité, il y avait celui qui est porteur du fait qu'il faut absolument que ça soit décisionnel. Ça a été difficile, ça a été plus long là, parce que lui a réussi à avoir le parti derrière lui. Donc, contre quoi je me battais? J'étais convaincu que je me battais comme quelqu'un qui, idéologiquement, était incapable de faire le moindre concession. Jusqu'à ce que plus tard j'apprenne que dans sa perspective à lui, c'était pour empêcher que les conseils de quartier existent. Sachant qu'en maintenant le plus possible l'idée, oui, il faut qu'il soit décidé, il savait. Parce qu'en plus, c'était un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, donc s'il y a quelqu'un qui connaissait la loi des cités élites, c'était bien lui. Mais je le croyais honnête au début. Je l'ai découvert pas mal plus tard qu'il ne l'était pas. Alors, je me suis battu donc dans ces deux directions-là, mais pour la même raison, c'était des gens qui ne voulaient pas que les conseils de quartier existent. Et dans la conception, tranquillement, dans le fond, ils vont aider beaucoup à définir ce que serait finalement le conseil de quartier. Parce qu'il y avait la possibilité d'aller très loin. Et là, quand on a défini les conseils de quartier, on s'est attaché à nos valeurs de parti. Entre autres, la place des femmes. Alors, dans les conseils de quartier, il y a 3 hommes, 3 femmes, c'est obligatoire. Il y a 3 sièges femmes qui ne peuvent pas être occupés par d'autres personnes que des femmes, et 3 sièges hommes ne peuvent pas être occupés par d'autres personnes que des hommes. Et ça, c'était une innovation absolue. Oui. Dans le temps, là, c'est ça. Là, on avait de l'air, tu sais, c'est ça. Ils vont faire rentrer du monde sans compétence, là. Des femmes. Non, mais c'était sérieux, là. Je vous parle des années 80, là, regarde. Et il y avait le 7e membre. Le 7e membre, sur lequel il y a eu beaucoup de jokes, mais le 7e membre, c'était l'Assemblée générale dans la constitution des règlements généraux de leur conseil de quartier. Il y avait comme comment je dirais ça, il y avait une base. Les règlements généraux étaient déjà constitués, mais il y avait des blancs qu'il fallait combler, dont celui de la qualité du 7e membre. Alors, dans les quartiers, c'est un commerçant. Dans certains quartiers, c'est un commerçant, mais qui doit obligatoirement être aussi résident. Dans d'autres, c'est un représentant du milieu communautaire. Ça peut être toutes sortes mais c'est l'Assemblée du conseil qui décide. Donc, là, à partir de là, on a d'abord réfléchi au pouvoir qu'on voulait leur donner en premier, puis après ça, à la façon dont on va arriver à les créer. Je vous fais ça en 2 bouts. En fait,
les pouvoirs qu'on voulait leur donner, le premier pouvoir sur lequel d'ailleurs on établissait notre espoir d'avoir une force, un certain niveau décisionnel dans les conseils de quartier, c'était le plan de quartier. Donc, quand on créait un conseil de quartier, la première tâche que le conseil avait à faire, c'était de définir un plan de quartier pour les 10 prochaines années. Il y a quelques quartiers qui ont eu le temps de faire ça avant qu'on rende les conseils de quartier inefficaces comme ils le sont aujourd'hui. Dont Saint-Jean-Baptiste, dont Saint-Sauveur, dont Saint-Roch, il y a eu quelques... Mais ces plans-là sont plus ou moins caduques parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper. Donc, le plan de quartier, c'était de définir les aménagements urbains pour les 10 prochaines années. Donc, une vision globale d'équipements urbains, aussi des places, des parcs, l'aménagement des rues, etc. Et, conséquemment à ce plan de quartier-là, ça amenait la possibilité pour le conseil de ville de déterminer un budget d'investissement. Bon, il faut que j'explique plusieurs affaires en même temps, là. La ville a 2 budgets. La ville a un budget d'opération et un budget d'investissement en immobilisation qu'on appelle le PTI. C'est le programme triennal d'immobilisation, parce qu'on le fait toujours sur 3 ans. Donc, le programme de cette année, c'est les 2 dernières années de celui de l'an passé, bonifié en ajoutant une 3e année. Donc, quand vous entendez parler du PTI, c'est donc les travaux majeurs qu'on va faire en cours d'année sur tous les réseaux, sur des aménagements, des parcs, l'éclairage, la gestion de la circulation. C'est tous les investissements majeurs qui sont immobilisables et qui vont tomber dans les amortissements de la ville à long terme. D'accord? Donc, si le plan de quartier, faut parler de la méthode. Donc, le plan de quartier, ça commence par une présentation de la fonction publique qui vient expliquer l'état de ce quartier-là dans tous ses aspects municipaux. Ça va du zonage à l'importance de la canopée, l'existence de parcs, de centres communautaires. En fait, ils viennent présenter tous les aspects de ce quartier-là qui concernent à quelque part des décisions municipales. Ça, c'est une présentation qui est faite par les fonctionnaires. Donc, présentation de la fonction publique. Deuxièmement, là, le Conseil des quartiers lui-même va mener des travaux sous forme souvent d'ateliers avec les citoyens pour identifier les enjeux les plus importants qui sont perçus par les citoyens. Donc, là-dedans, par exemple, on va trouver souvent, je vais vous dire les thèmes qui revenaient très souvent, sécurité, transport et stationnement, verdure, parc et aussi aménagements municipaux de façon générale. Ça, c'est les thèmes qui revenaient le plus souvent. Donc, à partir de ces ateliers-là, on vient avec un projet qui est constitué par la fonction publique. Et après ça, ce projet-là, on le triture, on le démolit, on le rebâtit, on corrige, et ça fonctionne encore par des ateliers du conseil de quartier. Et ces ateliers-là vont amener à la finale qui est, dans le fond, le dépôt du plan de quartier. Alors, il y a plusieurs endroits, en fait, essentiellement là, ici et ici, des endroits où les citoyens peuvent se prononcer. Et de façon générale, il y en a plusieurs. Puis les conseils de quartier prenaient le temps de dire, bon ben,
Prochaine réunion du conseil, on va réfléchir sur la question des parcs, on va réfléchir parce qu'il y a des endroits où on est allé très en détail. Par exemple, dans le plan de quartier Saint-Jean-Baptiste, la place qui est devant l'église Saint-Jean-Baptiste qui s'appelle la place Clairefontaine, cette place-là a été quelque part dessinée par des ateliers de citoyens. De la même façon qu'on a fait ça aussi pour le parc du Rocher dans Saint-Sauveur. Donc, les gens, ils pouvaient exercer leur propre talent, puis dire ce qu'ils voulaient. C'est clair, par exemple, que le parc du Rocher a été dessiné par des gens qui avaient des enfants. C'est un parc qui était consacré aux enfants. Mais les ateliers, est-ce que c'était uniquement les 7 membres du conseil de quartier ou bien est-ce qu'ils... Ah non, c'était public. Alors, ces ateliers-là là, sont publics, ça se passe à travers les séances du conseil, les séances régulières du conseil. Du quartier. Oui. Alors, quand, dans un agenda du conseil, il y avait toujours une partie qui était consacrée à l'avancement du plan de quartier. Donc, ça, c'est le premier pouvoir qu'on a donné donc au conseil de quartier. Ah oui, une fois que ça a été déposé, là, la ville va évaluer la fonction publique. Ouais, c'est ça, là. Je vais continuer les étapes. C'est que, dans le fond, il y a une évaluation du coût de ce plan-là par la fonction publique. Puis, là, donc, la ville va dire, OK, c'est un plan qui va coûter, supposons, 20 millions. Sur 10 ans, donc, chaque année, dans son programme triennal d'investissement, la ville, pour ce quartier-là, va mettre 2 millions. La ville décide du montant annuel qui va être accordé pour la suite du conseil du plan de quartier, mais c'est le comité, le conseil de quartier lui-même, en public, qui va décider des priorités. Alors, s'ils décident, par exemple, Saint-Jean-Baptiste, c'est eux qui ont décidé que la première année, après le dépôt du plan de quartier, ce serait la place Clairefontaine qui serait construite. Alors, le budget est allé là. Les ingénieurs avaient prévu de refaire la rue... comment ça s'appelle? La rue sur laquelle la 807 passe, là. Sainte-Foy, chemin Sainte-Foy? Non, en bas du chemin Sainte-Foy, là. D'aiguillon. Bon. Alors, les ingénieurs avaient décidé de refaire d'aiguillon cette année-là. Puis les citoyens ont dit non, on va faire Clairefontaine. Fait que la ville a fait Clairefontaine. Donc, il y avait une place réelle de prise de décision de la part du conseil de quartier qui n'avait pas d'impact sur le budget de la ville et qui avait d'impact juste sur la planification. Puis il y avait 1 an pour le décider. Donc, et pour le conseiller municipal, ça n'avait pas d'impact sur son pouvoir puisqu'il avait suivi tous ces travaux-là. Puis dans le fond, son but à lui, c'était d'amener le conseil de ville à donner l'argent chaque année nécessaire pour terminer ce plan de quartier-là. Alors, ça, c'était le premier pouvoir. Le deuxième, c'était les règlements de zonage. À la Ville de Québec, il n'y avait pas à l'époque de pouvoir de référendum. Il n'y avait pas de référendum. Ouverture des registres et référendum quand il y avait un changement de zonage. Ça n'existait pas. C'était une obligation du conseil de ville simplement de consulter les citoyens, ce qui s'était à peu près jamais fait. Mais tu sais, c'était tellement vague dans la Ville de Québec que, dans le fond, tu peux passer à côté, il n'y a personne qui te l'a reproché. De sorte que nous, on tenait à ce que, lors des changements de zonage, il y ait une consultation des citoyens. Ce qu'on a commencé d'ailleurs dès qu'on est arrivé au pouvoir. Mais on l'a fait d'une façon très large en utilisant un bureau que nous avions créé, qui était le Bureau de consultation de Québec et de relations avec les citoyens, si je me rappelle bien. Et donc, ce bureau-là faisait des consultations, tant bien que mal, mais ce n'était pas encadré. Donc, en le mettant dans la fonction des conseils de quartier, dès qu'un changement de zonage concernait le territoire d'un conseil de quartier, là,
il fallait que la ville aille chercher l'avis du conseil des quartiers qui se prenait en public après discussion. Et même pour les zonages, il se faisait des choses qui ne se font plus aujourd'hui, un peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, la fonction publique et le promoteur, parce que souvent c'est un promoteur qui fait la demande du changement de zonage, la fonction publique et le promoteur viennent donner une séance d'information. Les citoyens posent des questions. Puis, tout ça là, se fait publiquement, dans une séance. Et la décision, l'avis qui va être donné par le conseil de quartier, qui est la décision du conseil, va être donné la séance suivante. Donc, ça prenait du temps, oui, c'est vrai, mais consulter les citoyens, c'est ça qui achale souvent les politiciens, c'est que ça prend du temps. En fait, ça achale pas tant les politiciens, ça achale les promoteurs qui achalent les politiciens. Alors, c'est plus de même que ça se passe. De sorte que tu vas consulter les gens d'abord en leur amenant de l'information. Et après, une fois que tout le monde a bien vu de quoi il s'agit, là, on va chercher une décision et on peut bonifier donc un projet à partir de toutes les discussions qui sont faites en public. Alors, ça, ces deux séances-là, c'est mort. Troisième pouvoir, c'est ce que nous appelions à l'époque le pouvoir d'initiative. En fait, souvent, dans la lecture du premier atelier ici, où on découvre dans le fond quels sont les enjeux les plus importants des citoyens, on se rend compte que les enjeux ne se règlent pas forcément par un plan de quartier, mais là, on peut décider de faire une action annuellement pour mener à bien une solution qui est proposée. Je vous dirais que dans beaucoup de conseils de quartier, c'est là que ça a commencé pour la sécurité. La police communautaire, c'est né de travaux qui étaient faits par le conseil des quartiers Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'éclairage des rues. L'éclairage des rues, ça a été aussi amené, si je me rappelle bien, c'était par le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, celui-là. Dans Saint-Sauveur, un des premiers enjeux qui était autour de la sécurité, ça a été le changement de direction des rues. Ça serait un peu là à vous expliquer, mais c'était pas pire, ça marche encore. Alors, tout ça pour vous dire que chaque année, le conseil des quartiers pouvait choisir une action. Et pour cette action-là, il avait un budget qui était environ 10 000 $. Annuellement, il y avait un budget qui était voté pour les conseils de quartier. Mais là, des fois, en cours d'année, il y a un conseil de quartier qui se rajoutait, il y en a un qui disparaissait, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était plus ou moins 10 000 $ pour mener une action. Et en plus de ça, le Bureau de consultation de Québec et de relations avec les citoyens avait pour chaque conseil de quartier un temps fonctionnaire pour les aider à s'organiser avec un local, un numéro de téléphone et puis un minimum d'organisation pour être capable d'avoir une bonne relation avec les citoyens. Tout ça qui est disparu quand la mairesse est arrivée. Alors, voilà, c'était les trois premières choses qu'on a définies pour les conseils de quartier. Alors, vous voyez, c'est très orienté sur les grands enjeux qui avaient soulevé la population dans les années avant qu'on arrive au pouvoir. Donc, toutes les questions d'aménagement des quartiers, toute la question de vision à long terme, toutes, dans le fond, les questions qui concernent le milieu dans lequel les citoyens vivaient. Et pourquoi les quartiers, les premiers quartiers qui sont devenus des conseils de quartier sont dans le centre-ville, ben c'est parce que c'est là qu'ils se sont sentis le plus attaqués. Donc, ça c'était les pouvoirs. Maintenant, il fallait voir, on rend ça possible comment? Là, la procédure, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que là, effectivement, avec les avocats, ça a été, tu sais, il faut bâtir une loi, c'est un projet de loi, il faut bâtir. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment ça se part un conseil de quartier? Donc, la première chose que la ville a dû faire,
c'est de définir les territoires. Ça a été une longue discussion, ça aussi, parce que un quartier, ça n'a pas des limites identifiées. Ça n'a pas des limites identifiées nulle part. Mais c'est des limites qui sont identifiables uniquement par les gens qui restent dedans. Moi, je sais où ce qui commence le quartier Saint-Sauveur, puis je sais où ce qui finit. Mais quelqu'un de Beauport ne le sait pas. Mais si je vais à Beauport, moi, je ne sais pas Saint-Grégoire, ça commence où, puis ça finit où, je ne le sais pas. Alors, un quartier, c'est quelque chose qu'on identifie à son milieu de vie, qui est, dans le fond, l'espace, surtout dans les quartiers centraux, l'espace dans lequel je me meus, je vis, mais à pied, de façon générale. J'ai l'épicerie, j'ai le boulanger, j'ai mon barbier, dans le fond, ma vie quotidienne est dans ce quartier-là. Et c'est pour ça que les quartiers centraux sont petits. Les quartiers de banlieue sont très grands, parce que l'identification ne se fait pas de la même façon. Là, je vais tout sortir mes préjugés sur les banlieues. J'en ai pas de même. En fait, c'est que la vie de quartier en banlieue ne se vit pas sur la même base territoriale. Parce qu'il y a le centre d'achat, il y a le centre industriel, il y a le centre résidentiel. Fait que si tu ne peux pas vivre dans ton centre, il faut t'en sortir. Il faut que tu ailles chercher... Heureusement, il y en a encore, il y a un dépanneur. Mais il y en a de moins en moins. T'es cours loin, les dépanneurs, quand tu es dans des quartiers comme ça. Donc, il y a le lieu de vie est extrêmement large parce qu'il doit englober des fonctions qui sont quasi régionales. Donc, c'est pour ça que quand on vient pour définir le Bourgneuf comme un quartier, c'est 20 fois mon quartier, c'est 30 fois mon quartier, je ne sais pas. Et les gens connaissent un environnement extrêmement proche. Et de façon générale, dans ces quartiers-là, les gens se connaissent parce que les enfants, eux autres, ils se parlent. Les enfants se parlent. Finalement, les adultes finissent par se parler parce que les enfants se parlent. Tu sais, c'est comme... Donc, la définition d'un quartier, il fallait à quelque part que ça soit inscrit d'abord. Donc, la Ville a eu à définir les territoires des conseils de quartier, ce qui s'est fait d'une façon assez rapide dans les quartiers centraux. Ça a été un petit peu plus compliqué dès qu'on s'en allait dans la première couronne de banlieue, parce que tout ça se passe avant la grande fusion. Puis après ça, quand il y a eu la fusion, les gens ont réclamé d'avoir leur quartier. Et ça s'est fait de façon assez correcte parce que les développements ayant été faits par bulles, dans le fond, on a défini les quartiers sur la base des bulles de développement. Mais au centre-ville, ça s'est fait à partir des citoyens. Territoire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, là, comment ça se commence un conseil de quartier? Alors, on a défini que pour qu'un conseil de quartier existe, première étape, ça prend une pétition d'un certain nombre de... Il me semble que c'était 300 à l'époque, je ne suis pas sûr, là, mais il me semble que c'était 300 personnes qui réclament, qui demeurent dans ce quartier, dans ce territoire-là, puis qui réclament un conseil de quartier. Okay, ça, c'est la première étape. Une fois que cette pétition-là existe, là, la fonction publique, à travers le bureau de consultation de relations avec les citoyens, va commander une assemblée générale. Cette assemblée générale de fondation va nous permettre de définir les règlements de régie interne de ce conseil de quartier-là, entre autres pour définir la qualité du 7e membre. Okay? Donc, la fonction publique fait tout ce travail-là. Et là, l'Assemblée générale suivante, c'est une Assemblée générale d'élection. Donc, pendant la période qui précède mise en nomination, tout ça, la fonction publique est à la disposition des citoyens pour, ils veulent avoir un des clients, par exemple, se faire connaître dans leur quartier, la fonction publique s'en occupe, tout ça, il y a un petit budget de création de conseil de quartier. Et à partir de
de cette Assemblée générale-là. Donc ça se fait à une Assemblée générale, ça aussi. Mais à partir de là, l'Assemblée générale annuelle va définir chaque année la volonté de maintenir ou d'abolir le Conseil des quartiers. Donc, chaque année, à l'Assemblée générale, la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'on garde notre Conseil des quartiers? Ça, c'est obligatoire. Et à chaque année, là, les travaux concernant le pouvoir d'initiative doivent être aussi, donc le Conseil des quartiers doit déposer un nouveau projet qui vient de consultation, en fait, de diverses choses. Alors, voilà comment le Conseil des quartiers doit être constitué. Là, quand on a eu fini de faire ce plan-là, il fallait s'organiser pour que, si jamais on perdait nos prochaines élections, que n'importe qui puisse défaire ce qu'on avait fait. Parce qu'on était bien fiers quand même. Donc, et là, je discute avec Jean-Paul Lallier, puis là, il me dit, on va vous le dire comme il me l'a dit, tu vas aller voir le vieux l'autre bord, puis tu vas lui dire qu'il faut mettre ça dans le champ de la ville. Alors, je vous explique. Le vieux l'autre bord, c'est à Claude Ryan, le ministre des Affaires municipales. Parce qu'entre Claude Ryan et Jean-Paul Lallier, il y a un très, très vieux contentieux. Quand Claude Ryan était directeur du Devoir, il y a eu quelques éditoriaux malencontreux contre Jean-Paul Lallier qui n'a jamais pardonné. Alors, lui, il ne voulait pas le voir, fait qu'il dit « Tu vas aller voir le vieux l'autre bord ». Et effectivement, je suis allé négocier avec Claude Ryan. Ça a pris un certain temps. Avec le contentieux du ministère, le contentieux de la ville, on a inscrit dans la Charte de la Ville de Québec un article définissant clairement les conseils des quartiers. Donc, à partir de là, quand la mairesse est arrivée comme quand elle a été élue en 2007, si je ne m'abuse. Quand elle a été élue en 2007, la première chose qu'elle voulait faire, puis comme le directeur général de la ville à l'époque était un bon ami à moi, on était devenus des bons amis, il m'explique que la première chose qu'elle lui a demandé, c'est abolir les conseils des quartiers. Alors là, il a été obligé de lui dire, « Madame, pour abolir les conseils des quartiers, ça vous prend un vote à l'Assemblée nationale. Tu t'imagines un vote à l'Assemblée nationale où les députés voteraient contre pour démolir, pour abolir un outil de consultation démocratique à la Ville de Québec? Ben voyons, c'est impossible. Régis a essayé la même affaire, il s'est fait expliquer la même chose, et c'est pour ça que les conseils de quartier sont toujours là, mais malheureusement, une espèce de structure vidée de son essence. Un poulet désossé, et pas très vivant. Il y a par contre des gens qui se regroupent actuellement et je leur souhaite toute la chance du monde autour de Mireille pour essayer de trouver le moyen de relancer les conseils de quartier et d'en faire, je sais qu'ils avaient l'intention d'en faire un sujet, un débat dans la campagne électorale actuelle, mais je trouve qu'ils ont 3 ennemis. S'il y avait eu un ami et 2 ennemis, ça aurait été pas pire. Mais ils ont 3 ennemis. Fait que je ne pense pas qu'ils réussissent à rentrer ça dans la campagne électorale. En tout cas, je le souhaite, mais je ne le crois pas. Mais quand même, 2 choses. D'abord, il y a encore des membres de la fonction publique qui les aident. Donc le poste de conseillère en consultation publique, oui. Et ça n'a pas été complètement aboli. Non, le bureau de consultation de relations avec les citoyens existe toujours. Mais le temps consacré au conseil de quartier, à l'époque, il y avait un temps plein par 2 conseils. 2 conseils, ouais. Et là, je ne sais plus combien il y en a, mais ça m'étonnerait. Je crois qu'elle a un temps plein pour peut-être 5-6 conseils. Oui, sûrement. Mais ça existe quand même. Et après les fusions municipales, donc c'était en quelle année les fusions? C'était en 2002. 2001. Ce qui était fascinant, c'est qu'il y a des villes de banlieue qui ont demandé, qui ont fait les pétitions pour avoir les conseils de quartier. Dès la fusion, la première chose qui était demandée par des gens, c'était de créer des conseils de quartier dans l'art, parce qu'ils voulaient avoir ce que les gens de Québec avaient.
Pourtant, eux, ils avaient la possibilité de s'opposer à des règlements de zonage par des ouvertures de registres et des référendums. Mais ils savaient que c'était bien plus puissant d'avoir... Ah, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que, en plus de ça, c'est que chaque année, avant l'Assemblée générale du Conseil de quartier, le Conseil municipal devait déposer le pourcentage de respect des avis. Donc, le Conseil de quartier a transmis, je ne sais pas moi, 48 avis au Conseil municipal. Combien ont été suivis tels quels? Et la moyenne était toujours en haut de 90%. Donc, les conseils de quartier avaient effectivement un excellent poids auprès du conseil municipal. Parce que, en même temps, c'était un conseil municipal qui était ouvert à entendre ces avis-là. On avait saisi le concept, dans le fond, que le conseil de quartier sert donc de prise de distance avec les citoyens et le conseil de ville, de sorte que les gens allaient beaucoup plus poser des questions au conseil de quartier quand ça les concernait de façon très immédiate sur le territoire qu'aller au conseil de ville. Là, maintenant, ils ont recommencé à aller au conseil de ville parce qu'ils s'aperçoivent bien que les conseils de quartier ont plus de poids. Et ce rapport-là, qui doit être fait chaque année, j'en ai plus jamais entendu parler. Donc, c'est disparu au moment de la fin du mandat de Jean-Paul. Et est-ce que pendant on va dire les 8 années, ou combien ils ont... 16 ans. Mais je veux dire... Moi, j'étais le 8 ans, mais lui, il était 16 ans. Mais la période où les conseils de quartier ont vraiment été actifs et tout ça, c'est peut-être 5 ans? Ah non, plus que ça. Plus que ça, quand même. Alors, on a commencé en 93. Oui. Donc, de 93 à 2006, OK. ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu moins de conflits, par exemple autour de projets, etc., dans la ville de Québec, que quand il n'y avait pas les conseils de quartier? Autrement dit, est-ce qu'ils ont apporté vraiment une solution de dialogue autour des projets de concertation par rapport à quand il n'y en avait pas? Ouais. Moi, je pense que oui, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus. Ça serait une étude intéressante à faire, parce que c'est sûr que tous les dossiers difficiles dont on a entendu parler, l'îlot Irving, que c'est donc l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, toutes ces choses-là sont toutes nées. En fait, l'affrontement politique-population est né après. Je me dis, en fait, c'est souvent ce que les conseils de quartier reprochent dans le discours du regroupement de Mireille, c'est de dire on apprend tout quand c'est décidé. Puis plus que ça, parce que moi je pense que la cerise sur le Sunday en termes de mépris de la démocratie, c'est le phare à cette fois. Ça, c'est vraiment un mépris total. Parce que la ville avait travaillé avec le conseil de quartier Sainte-Foy-Sillery, c'est le module, je pense que c'est un conseil de 2 quartiers. Il avait travaillé un programme particulier d'urbanisme. Vous entendez souvent l'expression un PPU. Donc, un programme particulier d'urbanisme dans lequel ils avaient défini avec les gens du quartier une vision du réaménagement de tout le boulevard René-Lévesque Laurier à cette hauteur-là. Et il y avait eu un long débat sur la hauteur maximale de tours qui puisse être construite dans le coin. Il y avait déjà la tour Jules Dallaire, qui est le père de Michel. Il y avait déjà cette tour-là. Ils ont autorisé quelques étages de plus parce qu'elle est à 36, puis ils avaient autorisé quelque chose comme 42, 45, chose de même. On vient de voter ça. Le conseil de ville adopte ce projet-là, ce PPU-là, en disant « Nous avons travaillé en consultation avec les citoyens, nous respectons le choix des citoyens, on vote comme ils veulent, et bravo. »
3 mois plus tard, Michel Dallaire annonce un projet de 65 étages. 3 mois plus tard. Michel Dallaire, ça donne que je le connais assez personnellement. Parce que quand j'ai été président de la campagne de Centraide pour la région ici, il était mon vice-président. On a eu l'occasion de se parler beaucoup. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous surprendre, mais je vous dirais que c'est un gars plutôt naïf. Puis pas très politique. Et il m'explique comme ça, de façon simple, que c'est la bombe qui lui a demandé de lui proposer un projet plus haut que la tour du CN, ou je ne sais pas trop quelle tour. En tout cas, il voulait avoir la plus haute tour à Québec. C'est ça. C'est la bombe! Puis lui, ben oui. Écoute, il y a des milliards sous les fesses, tu sais, fait qu'il y a un gros conglomérat. Alors, il dit oui, puis il demande à ses architectes de travailler un projet, puis il dépose le projet, lui-là, tu sais, en disant il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un PPU, Michel Dallaire, là. Aucune idée de ça. Mais là, c'est quand même pas un gars sans orgueil, fait qu'une fois qu'il l'a eu déposé, puis que le monde se met à dire ça n'a pas de bon sens, tout ça, va lui tirer son bout. Mais c'est la bombe qui lui a demandé. Il me l'a avoué. Et quel mépris de la démocratie que d'aller poser un tel geste. Ça n'a pas de bon sens. La bombe, il cherche le moyen de se faire un monument. En fait, il y en a un, là. Il a coûté 400 millions. Puis il va lui coûter cher à la ouest. Fait que voilà. Et dis-moi, dans cette histoire, que sont devenus les comités de citoyens du début? Ben, en fait, les comités de citoyens poursuivent toujours leur vie. Ça, en fait, là, les comités de citoyens qui restent les plus actifs, c'est Saint-Sauveur et Saint-Jean-Baptiste, dont on entend parler assez régulièrement. Ces 2 comités de citoyens qui se sont renouvelés beaucoup par la jeunesse de leur propre quartier, qui ne sont pas forcément de la 3e génération, là, mais des jeunes qui sont venus s'installer dans ces quartiers-là de façon volontaire, puis en ayant une perception d'un quartier de tel type, ils le choisissent pour la culture du quartier, donc ils sont prêts à se battre pour que ça reste. Et dans mon quartier à Saint-Sauveur, toute l'équipe du conseil actuellement, du comité, le conseil d'administration, c'est des gens plutôt jeunes. Il y en a quelques-uns retraités à travers, mais c'est des gens plutôt jeunes. Et cette mobilisation-là, ils ont une vision assez, je trouve, avant-gardiste d'une vie de quartier. Mais la bataille qu'on a faite contre la démolition du centre du Rocher, qui était le centre du quartier, donc c'était un rare quartier qui avait un parc et un centre communautaire comme centre de quartier. On l'a perdu de façon incroyable. Ça a divisé le quartier. Puis je pense que c'est pas fini parce que dans le fond, la ville a privatisé un espace public qui jouxte un parc. Moi, je vous prédis que dans 5 ans, ce parc-là, ça va être un parc où on n'acceptera plus qu'il y ait des enfants dedans. Parce qu'ils en ont fait un centre c'est de l'habitation sociale qui va être consacré à peu près à des personnes âgées. D'avoir dans ta cour des enfants qui crient tout le temps, je vous prédis que ça ne durera pas longtemps. En tout cas, je trouve qu'on a perdu une grosse bataille. Là, puis c'est un peu mortifiant. C'est pour ça que les pancartes à la bombe qui sont juste devant la maison chez nous, ils t'offrent pas plus qu'une journée ou 2. Donc finalement, on a décidé de ne pas en mettre. Oui. Dans le fond, vous avez vraiment travaillé dans le cas de Québec, mais est-ce que c'est pas beaucoup plus simple la création d'organes comme ça lorsqu'il y a une forte densité démographique? Comme moi, je viens de Sherbrooke, mettons, on s'entend que c'est une grande ville, mais quand même, c'est beaucoup moins peuplé que Québec. Est-ce que ça, c'est beaucoup plus simple lorsqu'il y a pas mal de gens dans un quartier? J'imagine que dans un quartier où c'est... Dans le fond, là, si on regarde la façon dont doit se faire le développement, à partir du moment où on fait le choix de... Là, j'aurais beaucoup à dire, là. Ah, il est quelle heure, là? 10h15. D'ailleurs.
c'est pas l'idée d'avoir un conseil de quartier par quartier. Sherbrooke, il y a quand même des quartiers. J'ai vécu à Sherbrooke un petit bout de ma vie, 2 ans. Il y a quand même des quartiers à Sherbrooke. Il y aura de quoi à faire sur le même modèle. Je pense que Sherbrooke est assez grand pour pouvoir bâtir des choses sur le même modèle. Mais moi, je pense que c'est pas tant le fait qu'il y ait 1, 2 ou 3 ou 5 conseils de quartier, c'est la façon dont on travaille avec les citoyens qui est le plus porteur derrière ça. Et depuis, ben là, j'ai arrêté, là, 70 ans quand même, j'essaie de relaxer un peu. J'ai donné beaucoup de formations à des élus municipaux, essentiellement dans des petites municipalités. Et ce que je leur donne comme formation, c'est pas de leur expliquer le conseil des quartiers chez nous. Moi, je trouve que c'est intéressant comme démarche pour voir le rôle des élus versus un outil de consultation publique. Là. Pourquoi c'est si emmerdant pour des élus de laisser les citoyens prendre place dans la décision? C'est que les autres, ils sont coincés. En fait, c'est quand tu es élu, tu es entre les cordes pilares. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu as les promoteurs qui veulent avancer. Toi, tu as des visions de développement de cette ville-là. Il y a des gens qui te proposent des choses. Puis, tu as des citoyens qui veulent bien que le quartier se développe, mais attention, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Le promoteur n'aime pas ça. Donc, tout est pognant entre les deux. Et moi, je considère que ce qu'il y a de mieux, c'est précisément de laisser une place importante à la population pour s'exprimer, de sorte que le promoteur, dans le fond, c'est que la relation entre le promoteur et l'élu, ça se passe derrière les portes closes. Alors que nous, on invitait le promoteur à faire cette relation-là avec la population, devant les élus. Mais là, il est obligé de s'expliquer un peu plus puis se faire poser des questions. Alors, ça, c'est ce qui fait que les élus ont aussi peur de la consultation publique. Donc, de laisser une place. Par contre, le véritable développement durable ne peut pas se faire autrement qu'à partir d'un développement qui est porté par les gens qui vont le subir, en guillemets. Et c'est ça que j'explique aux élus municipaux quand je veux leur expliquer qu'est-ce que c'est que le développement local. Le développement local, ça commence d'abord par une rencontre avec les citoyens dans laquelle rencontre on est capable de leur exposer, de leur présenter c'est quoi leur municipalité. Chacun a une lunette pour voir sa municipalité qui, dans le fond, ne dépasse pas beaucoup sa propre propriété et toutes les propriétés qui jouxtent la sienne. Même dans un milieu rural, c'est plus grand comme territoire, mais c'est 3-4 terres. Alors qu'en ville, ça va être 3-4 lots. Mais c'est la même dynamique qui est derrière ça. C'est la même dynamique. Donc, de présenter les enjeux de ta municipalité pour dire aux citoyens, je vous donne l'occasion de m'aider à réfléchir où c'est qu'on s'en va avec ça. Et là, aller chercher dans la population des gens qui ont des projets, mais plus orientés vers les enjeux que vers des intérêts privés. C'est ça la différence. Dans le fond, le développement local, pourquoi le développement local aboutit presque toujours dans des projets collectifs? Je vous donne un exemple que je trouve extraordinaire, avec lequel d'ailleurs je suis en relation de ce temps-là. C'est à Rivière-à-Pierre. Rivière-à-Pierre, tu sais, à côté de Sherbrooke, là, c'est pas gros. Il doit y avoir 800 citoyens. Mais il y a beaucoup de villégiateurs aussi à Rivière-à-Pierre. Et c'est le lieu par où passent tous les chasseurs et les pêcheurs quand ils vont dans le parc. Et ça commence par la réserve faunique de Port-Neuf, puis vous aboutissez dans le parc de Laurentides. Tout le monde passe par là. Et à un moment donné, l'épicier de Rivière-à-Pierre a 82 ans, il dit « Là, moi, là, je suis tanné, il m'a arrêté. » Et tu comprends bien, c'est la dernière épicerie avant 40 km. Donc, là, hey, le monde, tu sais, le maire, brillant, a dit si personne ne veut le prendre, peut-être qu'on pourrait s'organiser tout le monde ensemble. Alors, il a proposé la création d'une coopérative de solidarité. Et ils ont pris l'épicerie,
Ils ont ajouté le garage. Il y avait une station-service avec un mécanicien. Là, le mécanicien, il a continué, mais la station-service est avec la coopérative. La Caisse populaire est dans les locaux de la coopérative. La SAC est dans les locaux de la coopérative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une quincaillerie. Alors, tu vas dans cet épisode, en entrant dans Rivière-à-Pierre, juste sur la droite, vous avez une coopérative. Vous pouvez mettre du gaz, vous pouvez acheter des épiceries, vous pouvez acheter, il y a un club vidéo, il y a Name. Le câble, pas le câble, mais le téléphone cellulaire ne marche pas dans ce coin-là. On est trop loin. Donc, vous avez toutes les commodités à l'intérieur d'une coopérative. Et dans Rivière-à-Pierre, tout citoyen est membre de la coopérative. Pas obligatoirement, là, mais tout le monde tient à garder. Donc, quand le maire a annoncé que tout citoyen pouvait... Puis un citoyen résident, ça lui coûte moins cher de devenir membre qu'un citoyen de passage. Mais vous pouvez être citoyen de passage, vous pouvez être membre de Solidarité, etc. Donc, ça, c'est un développement qui est venu parce qu'il y a un maire qui a écouté son monde, puis qui a dit, leur problème, écoute, un maire, ça n'a rien à voir dans les épiceries, là. Mais le maire a vu un enjeu, puis il s'est prêté à l'idée de créer une coopérative de solidarité. On dit aujourd'hui que c'est pas lui qui avait eu l'idée, c'était sa femme. Qui est encore d'ailleurs, lui il est plus maire, là, mais elle est encore, elle travaille à la coopérative comme bénévole, là, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat là-dedans évidemment. Mais c'est intéressant. Donc, je vous dis, dans le fond, c'est la méthode qui est intéressante. On peut faire exactement ce qu'on fait avec un conseil de quartier dans une petite municipalité où, à côté du conseil de ville, on donne la chance, en organisant, en dehors du conseil de ville formel, là, un travail qui peut ressembler à ça dans la perspective du développement de sa municipalité. C'est ça qui est... Et dans les pays du Sud, est-ce que tu connais un peu Haïti, oui, Madagascar? Est-ce que ce serait possible? Non, tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est tentant. Écoute, je veux dire, moi j'ai travaillé à l'île de la Tortue, en Haïti. Travailler à essayer de créer des projets de développement par village. Parce que, bon, l'île de la Tortue, c'est une municipalité, mais à l'intérieur de la municipalité, il y a 33 villages. Et dans chaque village, il y a un conseil communautaire. Et l'idée, c'était d'amener le conseil communautaire à se donner une vision à moyen terme. Peut-être pas à très long terme, mais à moyen terme pour un projet de développement. Mais c'est... moi, je pense qu'il y a deux obstacles importants. C'est la culture, d'abord. La culture qui, en fait, je dirais qu'il y a la gérontocratie, qui est un obstacle important, et le fait que l'autre élément, c'est le fait que, en tout cas, dans l'expérience que j'ai vécue, la démocratie ne peut pas vraiment s'exercer au moment où on désigne le conseil communautaire. C'est qu'une fois que tu as été nommé au conseil communautaire, tu ne peux pas être dénommé. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui meurt, il n'y aura pas quelqu'un de plus au conseil communautaire. Puis, une année, j'avais réussi, à force d'explications, puis écoute, j'avais fait un pitch là, de je ne sais pas combien de temps devant la population d'un village à Pointe-Ouest, puis je leur avais expliqué qu'ils pouvaient changer le président du conseil communautaire. Ça se peut. Et effectivement, il en élise un autre. Ah, ben là, je suis content. Il élise un autre président du conseil communautaire, puis il y a quelqu'un d'autre qui rentre comme membre du conseil communautaire. Bon, ben, j'ai dit, mon Dieu, j'ai réussi. Quelque temps après, je reviens pour la réunion du conseil communautaire. L'ancien président est là. Ah, j'ai dit, Génard, j'ai dit, vous êtes toujours là, tu sais, enfin, on se parlait créole.
Fait que là, les autres, lui, il parle pas, mais les autres m'expliquent que lui, c'est le grand président, puis l'autre, c'est le petit président. Donc, il y avait quelque chose, tu peux pas descendre dans la hiérarchie, Ouais. dans leur culture. Tu montes, mais tu peux pas descendre. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu. Puis, surtout que, parce que dans un village, c'est à Génard, c'est le plus ancien du village, puis dans leur langage, quand, tu sais, quelqu'un qui a une profession, on nomme, tu sais, on dit, je sais pas, boss maçon. Un maçon, c'est boss maçon, c'est en créole, puis un gars qui pèle, c'est un boss pèle. Mais le plus âgé du village, lui, c'est boss toute bagaille. C'est-à-dire, lui, il est bon dans tout. Puis lui, il donne des explications. Il passe la journée assis au pied de l'arbre à palabre, là, puis il donne des conseils à tout le monde. Puis moi, j'allais souvent m'asseoir avec lui. Il était très intéressant. J'aimais beaucoup parler avec lui. Mais c'est ça. Donc, une véritable démocratie représentative est difficile à faire évoluer dans ce contexte-là. Oui. J'aimerais donner par exemple j'aimerais donner une petite expérience chez moi au Togo que j'ai vécue. Auparavant, il n'y avait pas des conseils de quartier. Donc ça fait à peu près 5 ans que ça vient de naître. Donc avant, pour réaliser des projets dans les communautés, ce sont les hommes politiques qui, pour que la population puisse voter pour eux, ils font des démarches pour aller dans les villages, pour voir les préfets ou les chefs de quartier, et en concertation, eux-mêmes, ils réalisent des projets. Donc, par exemple, j'avais cru entendre dans une communauté, c'était dans l'Est Mounou, chez nous, ils ont construit un établissement, des bâtiments scolaires. Maintenant, cette partie politique-là, c'était le parti au pouvoir. Ils ont utilisé leur couleur. C'est le bleu qu'ils utilisent souvent. Donc, ils ont utilisé la peinture bleue sur l'établissement. Or, dans cette communauté, la population, eux, ils n'aiment pas cette partie-là. Eux, ils aiment plutôt ceux qui utilisent le jaune. Donc, ils ont refusé aux enfants de fréquenter cet établissement-là. Donc l'établissement est resté là-bas pendant des années, mais les enfants dépassaient là-bas, parcouraient des kilomètres pour aller dans une autre communauté pour pouvoir fréquenter. Donc c'est à partir de cette expérience-là qu'il y a un ministère qui s'occupe du développement à la base pour le développement des communautés dans les villages et les quartiers. Donc, ils ont créé au sein de ce ministère-là une agence qui s'occupe du développement des quartiers et des villages. Donc, l'agence fait des démarches vers les villages et voit les préfets pour pouvoir regrouper la communauté, et ils font ensemble des diagnostics participatifs. Ils regroupent les jeunes, les parents, les vieux et aussi quelques délégations de la mairie qui participent à ce diagnostic-là. Et la population exprime ses besoins. Donc, lors de cet atelier, ils voient les projets prioritaires à la communauté. Si par exemple, ils disent qu'ils ont besoin de marchés ou de l'eau potable, tous leurs besoins, ils expriment ça. Et maintenant, l'agence analyse les besoins et voit ce qui est prioritaire, et il réalise ça pour la communauté. Parce que on peut réaliser par exemple, on peut construire par exemple un marché. Or, ce n'est pas le besoin de la communauté. Donc, au lieu de construire des pompes, on construit le marché. Donc, la population, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, c'est à partir de ces expériences-là que maintenant, ils voient qu'il est plutôt nécessaire de consulter la communauté pour qu'il y ait une participation. Donc, maintenant, si par exemple, on veut construire des établissements,
les chefs quartiers ou bien les membres de CDQ, c'est le comité de développement de quartier, ils mobilisent les jeunes pour pouvoir faire des remblais, participer en quelque sorte pour la réalisation des projets dans la communauté. Donc maintenant, avec cette expérience-là, ça marche. Et puis il y a une participation communautaire aussi. Ben, c'est intéressant parce que dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont appliqué cette méthode de développement local-là en dépolitisant les porteurs. C'est ça qu'il faut casser. C'est pour ça que, dans le fond, je pourrais vous parler longuement d'une autre partie de ma vie. Parce que j'ai été directeur pendant 15 ans du Centre local de développement de Québec. Le concept de Centre local de développement, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer. Exactement. C'est-à-dire qu'on va sortir le projet à partir de la base et il n'y a pas de contact direct avec le politique. Le politique donne ses orientations, fournit l'argent, mais après, c'est une organisation qui supporte les besoins de la communauté. Donc, on est dans une dynamique complètement différente. Malheureusement, ça aussi, ça a été aboli par notre joyeux maire. Mais vous avez tout à fait raison. Dans le fond, il y a toutes sortes de façons d'appliquer toujours la même méthode de travail. C'est ça le Conseil des quartiers. En fait, le Conseil des quartiers avait été créé derrière, avec cette vision-là derrière. Est-ce que vous aviez une source d'inspiration quand vous avez imaginé tout ça? Ça existait à Bologne, que je n'ai jamais vu. Mais nos intellectuels nous avaient expliqué ça. Et c'est sur le modèle des conseils des quartiers de Bologne qu'on a bâti notre modèle, bien que je pense aujourd'hui que ce que nous avons créé, je ne sais pas, il faudrait que je travaille ça, mais moi, j'ai jamais... je me suis juste fait expliquer ça par Pierre Mainguy en particulier, puis Pierre Assicot. C'est eux qui m'ont expliqué comment ça existait là-bas, et c'est sur cette base-là qu'on avait défini le Conseil des quartiers. Mais dans le fond, notre modèle, on l'a créé. Oui, surtout la parité. À mon avis, à Bologne, il n'y avait pas la parité homme-femme. Oui, la question de la parité, mais aussi, en fait, ce qu'ils avaient, eux autres, c'était la question du plan de quartier. Mais ils n'avaient pas la possibilité de déterminer les priorités. Ça restait le conseil de ville qui gardait les priorités. Le fait d'avoir, puis c'est ce qui a été aboli en premier, le fait qu'on ait défini un budget de fonctionnement, plus un budget pour les initiatives, plus un budget pour le plan de quartier, ça, là, ça n'existait pas nulle part. Ça, c'était nouveau pour nous, mais c'était comme notre façon à nous d'aller le plus proche possible de la décision. Oui? Monsieur Jacques, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Merci vraiment pour ce partage d'expérience très enrichissant. Alors, à vous entendre parler, on comprend bien l'importance du conseil des quartiers. Oui. Mais j'ai tout comme l'impression que ces conseils des quartiers ont connu leur heure de gloire ici, mais que leur ardeur a fini par s'émousser. Alors, je voudrais savoir un peu ce qui en était à la base, quoi. Pourquoi ils ne sont plus efficaces? Ah, ben, c'est essentiellement. En fait, tout ça fonctionne, puis un peu comme Madame vient de l'expliquer, ça fonctionne si le pouvoir politique veut que ça fonctionne. S'il n'y a pas de volonté politique pour donner la place à ce fonctionnement-là, il n'y en aura pas. Alors, dans un premier temps, ils ont coupé ce budget-là. Ensuite de ça, la décision concernant les priorités par le Conseil des quartiers sur les programmes triennales d'immobilisation, ça a été aboli. Ensuite de ça, la possibilité que les gens avaient d'avoir des représentants de la fonction publique et des promoteurs lors de la présentation des projets, ça a été aboli. Donc, le Conseil des quartiers, dans le fond, pour le moment, est reconnu uniquement pour donner un avis lors des règlements d'urnage. Le reste, s'ils le font, c'est par militance tout à fait bénévole. Puis le Conseil des quartiers de Saint-Jean-Baptiste, c'est ça finalement. C'est un Conseil des quartiers qui est resté militant, mais les autres, ils n'ont pas de moyens.
Et s'il n'y a pas de mobilisation bénévole, tout ça, c'est vide de sens. Puis de toute façon, il n'y a aucun respect du conseil municipal des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Quand vous rendez compte que 3 mois après l'adoption, un travail qui a duré 1 an pour déterminer un programme particulier d'urbanisme, le maire lui-même fait appel à un promoteur pour faire un projet qui ne respecte pas ce programme particulier d'urbanisme-là, ça vous donne quoi de militer dans un conseil des quartiers? C'est ça la question. Dans le fond, ça fonctionne si le pouvoir politique décide que c'est de même que ça doit fonctionner. Si le pouvoir politique ne veut pas que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, dans la méthode que vous décrivez, si le pouvoir politique rejette les travaux de l'agence, on n'est pas plus avancé. Les gens boycottent. Voilà. Ils boycottent. Alors, c'est un peu ça qui nous arrive. Et ce qui est quand même, moi, ce qui m'a toujours étonné, parce que ça fait quand même quelques années, là, jamais au Québec, dans les villes où c'était possible, les conseils de quartier n'ont été imités. Jamais. Et je suis convaincu que ceux qui ont bloqué la possibilité qu'il y ait des conseils de quartier, c'est les élus. C'est les élus. Ce que ça me rappelle, c'est parce qu'il y a 2 sortes d'élus, d'après moi. Il y a des élus qui s'en vont réaliser un projet personnel. Puis il y a des élus qui se mettent au service de la population, puis qui croient à ça. J'ai donné une formation à un moment donné, puis il y avait une mairesse qui était là, qui suivait la formation, puis pendant le break du matin, elle vient me voir et elle me dit « Ah, c'est extraordinaire ce que vous m'apprenez. » Je le sais parce que vous savez, elle dit « Je connaissais rien là-dedans. » Elle dit « Moi, j'ai enseigné toute ma vie en première année dans mon village. Puis quand j'ai pris ma retraite, ils sont tous venus me voir, ils voulaient que je sois la mairesse. » Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Non, je connais pas ça. Je sais pas c'est quoi. Ils sont venus, je vous ai dit non. Mais là, la 3e fois, je vous ai dit, bon, Colin, pour leur rendre service, moi y aller. C'est la meilleure mairesse que j'ai jamais connue. Elle est allée là juste pour rendre service à ses concitoyens. Puis l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle connaît tout le monde, elle était toute passée en première année. C'est ça un élu. Un bon élu, c'est celui qui dit, je vais leur rendre service. Je vais mettre mes talents au service de ma population. Je ne suis pas là pour aller réaliser mon projet. Je ne suis pas là pour aller me faire un monument. Et là non, on ne va pas parler des élections municipales, mais il y a beaucoup de jeunes, j'ai remarqué, qui se présentent dans les conseils, dans les différents districts. Hein. Dès qu'il y a des jeunes, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une envie de dévouement ou si c'est une envie de carrière, mais ça me frappe. Un peu un renouvellement de... Ouais, moi, je pense que nous, les vieux, on a bloqué longtemps l'accès, parce qu'on était plus nombreux, on a bloqué longtemps l'accès aux plus jeunes dans ces sphères-là. C'est encore vrai. Puis, je te dirais que je vois ça autant en entreprise que dans le milieu communautaire aussi. Même le milieu communautaire a de la difficulté à évoluer quand les vieux restent trop longtemps vissés sur leur chaise. C'est pour ça que en politique, que ce soit politique municipale ou... Parce qu'être membre d'un conseil d'administration d'une organisation, c'est politique. Ben, moi, je trouve que partout dans les règlements de régie interne, il devrait y avoir des longueurs maximales de mandat. Sinon, on tue l'organisme. Puis, je remarque, moi, je suis président du conseil d'administration d'une entreprise d'économie sociale actuellement. Là. Puis, le premier, on est en développement encore, mais le premier directeur général qu'on a engagé, c'était un bonhomme qui était en fin de carrière. Et là, je ne dis pas que quelqu'un qui est en fin de carrière ne veut pas être imaginatif, là, parce que je pense que je le suis, mais je me tiens loin du pouvoir. Mieux assez. Mais il n'a pas été capable de relancer. Il s'est brûlé complètement.
il a de la misère à faire confiance aux autres parce que dans ce domaine-là, on est dans le domaine récréotouristique, il n'y a que des jeunes qui y travaillent. Il ne faisait pas confiance. Et là, j'ai engagé à la place 2 jeunes pour prendre la place. Il y en a un qui a 32 ans, puis l'autre a 25 ans. Un gars et une fille. Lui, d'ailleurs, il dit souvent, nous autres, on est comme à Québec solidaire. Et j'ai de la misère avec les membres du conseil d'administration, particulièrement les plus âgés, à leur faire comprendre que, oui, c'est nos employés, mais nous, on n'a que des orientations à leur donner. Le reste, laissez-les travailler. Ils vont travailler à leur façon. Puis arrêtez de porter des jugements sur la manière. Portez des jugements sur les résultats, sacrément. Tu sais, bon, ils trouvent qu'ils se sont fait des horaires pas pires. Ben oui! L'autre avant, il y avait un horaire de fou, on l'a perdu, il est tombé en burn-out, il a claqué complètement. Je veux pas qu'il claque. J'aime ça qu'il y ait un petit horaire pas pire. Tu sais, travaille juste 40 heures par semaine, ben oui, ben c'est la job normale d'un quelqu'un, 40 heures semaine, tu sais, dont un qui travaille en partie de nuit, tu sais. Mais on porte tout le temps des jugements sur le fait que d'autres ne font pas les choses de la même façon que nous, et notre jugement est négatif à partir du moment où on est imputable de ce qu'il va avoir comme résultat. Mais check les résultats, tu sais. C'est ça, en tout cas. Bon, reviens-donc en politique un peu, là. Ben, je trouve qu'en politique, ça avait à faire. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'on a bloqué. On a bloqué. Ouais. Puis là, ben, il faut... il est temps qu'on prenne notre retraite. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme permettant aux citoyens de se débarrasser des mauvais élus, ceux-là qui ne prennent pas en compte les préoccupations des citoyens? Le droit de rappel. Ouais, en Colombie c'est ça. britannique, ça existe, le droit de rappel d'un député. Ouais. Il faut qu'il y ait une pétition avec quand même beaucoup de noms. Et là, on déclenche, je pense, une nouvelle élection. Ben, c'est l'impeachment Ouais. américain. Mais c'est rare que ça fonctionne. Ben, écoute, aux élections municipales à Québec, depuis 78 ans, le maire n'a jamais été battu. Depuis 78 ans. Un maire, ça ne se bat pas, ça se remplace quand il part. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est un niveau politique duquel les gens se préoccupent moins, alors que c'est le niveau politique qui a probablement le plus d'impact sur notre vie quotidienne. Mais on s'en préoccupe moins. Comme on s'en préoccupe pas, ben les autres s'en préoccupent. Chez nous, c'est le conseiller. Voilà. C'est eux qui élisent le maire. Et qui peut l'enlever. Oui, oui. Maintenant, si on constate qu'il n'est pas efficace, ouais, on les dégage. Chez nous, par exemple, pour Bénin, le maire de Cotonou a été remplacé en cours de son mandat parce qu'il ne faisait plus l'affaire, qu'il ne respectait pas les procédures. Donc il y a eu déjà le préfet qui a sorti une note pour le suspendre et après les conseillers se sont rassemblés pour le changer. Tranquille. OK. Ah ouais, ça, moi je pense pas que ça. Je sais pas, là, dans la loi des cités et villes, je sais pas si ça existe. Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question. En tout cas, ça n'a jamais ben été utilisé à ma connaissance. En fait, je dirais que l'exemple le plus proche de nous, c'est le départ de Corriveau à Saint-Augustin, qui a quitté parce que là, ce qui allait sortir était un peu gros. Alors, il a décidé de quitter avant de se faire accuser. Donc, voilà, il y a eu des élections. Alors, avez-vous d'autres questions pour Jacques? Toi, à propos de ton étude de cas, Oui, moi, j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger suffisamment, mais si après je peux prendre vos coordonnées pour vous contacter quand j'aurai approfondi ça, ça m'intéresserait. OK. parce que c'était quand même une idée, je veux dire, on peut terminer sur l'évocation de cette idée quand même pour transformer un quartier, je décrivais, moi c'est quand je suis arrivée à Québec, là, c'était dans ces années-là, c'était la zone, là, l'expression française, c'est le terrain vague, les seringues, les rues louches, les prostituées. Puis on est arrivé à la gare d'autobus qui était dans ce coin-là, puis tu sais, on essayait de parler dans le quartier, enfin c'est l'image qu'on nous donnait. Et puis tout d'un coup, un jardin, un super joli jardin en plein milieu de ça.
je me souviens encore de l'étonnement général dans la population. Puis c'est Ouais, une c'est idée ça, mais géniale. avant c'est parce qu'on avait fait. Quand on est arrivé, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a constitué une commission consultative publique sur le développement de Saint-Roch. On avait été élus sur un projet, mais qui restait encore vague, et dans ce projet-là, il y avait le jardin, mais on n'avait pas à l'époque l'idée qu'on commencerait par le jardin. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'avait envisagé, mais on pensait que ce serait un projet gouvernemental d'abord. Mais ça a été abandonné. Donc, on fait une consultation publique dans le quartier avant de faire quoi que ce soit pour savoir qu'est-ce que les gens veulent. Et là, il y a des citoyens, il y a des architectes, des étudiants à l'université. On avait mobilisé des étudiants en architecture, en urbanisme pour venir donner leur point de vue. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés. Ça a duré, je pense, une semaine et demie, 5 heures par jour. C'était très long. On faisait ça à la bibliothèque. C'était Juliette Bonneville, qui était présidente, qui était une femme bien connue du milieu coopératif, qui était l'animatrice, présidente de la commission. Et ce qui avait frappé tous les médias, parce que le titre avait été le même à peu près partout, c'est que les gens qui vivaient dans ce quartier-là étaient fiers de leur quartier. Moi, on me disait, ben voyons, non, ça se peut pas. Ben, tu as toujours vécu, ça fait 3 générations, ça fait 4 générations. Moi, ma femme était de ce quartier-là depuis, elle, sûrement depuis 4-5 générations. Tu as toujours vécu dans ce quartier-là. Tu l'aimes, ce quartier-là. C'est ton lieu de vie. Peu importe ce qui est arrivé, t'aimes ton quartier. Et ça avait frappé tous les médias. Les gens de Saint-Roch sont fiers de leur quartier. Et c'est à partir de cette affirmation-là, de ce constat-là, qu'on a dit, on va leur donner un beau jardin. Parce qu'on s'est dit, on va créer du beau. Et ça, c'était le discours de Jean-Paul Lallier. Ça, c'était la vision de Jean-Paul. Jean-Paul, il disait, un milieu de vie, d'abord et avant tout, doit être beau. Et il fallait investir dans le beau. Le reste va venir de lui-même. Si ton quartier est beau, tu vas vouloir que ta maison soit belle. Si ton quartier est beau, tu vas le fréquenter, tu vas t'y promener. Alors, c'était ça l'idée. Donc, on va créer le beau tout de suite. Et le beau va attirer le développement. On a investi en subvention, on a investi 90 millions en subvention et ça a généré 1 milliard de développement autour. Alors, quand les jeunes disaient que c'était pas rentable, là, ils trouvaient qu'on mettait trop de subventions, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui nous en reparle de ça. D'ailleurs, moi, j'ai perdu mes élections en 97 parce que j'avais été faire un jardin de 6 millions dans un trou perdu. Moi, je restais à Saint-Sauveur. Les autres, ils trouvaient que j'étais trop occupé de Saint-Roch, passer 2 autres. Alors, je perds mes élections parce qu'on avait créé un jardin dans un trou perdu avec 6 millions. En réalité, il faut vous dire comment les gens retiennent, hein? C'est 4,6 millions qui a coûté le jardin. On aurait dû dire 5 millions parce que les gens ont retenu 5 millions. Mais là, 4,6 millions, 4,6 millions, 4,6 millions, 6 millions, ça a coûté 6 millions. C'est exactement comme ça s'est passé. Les médias, c'est le même. Et tout le monde retient que ça a coûté 6 millions, mais ça a coûté 4,6 millions. Moi, je sais, moi, il y a 6 000 chèques. Et les gens retenaient qu'on allait faire quelque chose qui servait à rien dans un endroit où il n'y avait pas de développement. Puis en plus, ils vont subventionner la construction autour. Ça va nous coûter une beurrée. Bien, ça nous a rapporté beaucoup de taxes. Tandis que là, on vient de construire quelque chose qui va nous coûter une beurrée, puis il nous a déjà coûté 200 millions. Il est beau, le jardin, maintenant. Il s'appelle maintenant le jardin Jean-Paul Lallier. Oui. Depuis 2 semaines. Depuis, c'est ça. Une dernière question Oui. Je veux sortir un peu du cadre, mais vu votre expérience, j'aimerais savoir quand est-ce que le mystère Québec est arrivé, parce que Québec, c'est quand même vu comme votant un peu plus à droite, où il y a des gens de classe défavorisée qui vont voter souvent contre leurs intérêts. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette question-là. Bah,
j'ai mon point de vue là-dessus. Je vais sortir tous mes préjugés. C'est que la banlieue est dans la ville. Tandis qu'à Montréal, la banlieue est autour de l'île. C'est juste ça. Fait que ça va Tu sais, quand on parle du 450 à Montréal, là, ben nous autres, notre 450, il est dans la ville. Et puis, il y a une analyse très intéressante de André Fortin. Donc, je ne sais pas si les experts, vous avez réussi à l'inviter. Donc, qui était une professeure de sociologie, Oui. elle est à la retraite maintenant. Et elle a fait une étude qui montre que les gens qui vivent dans les banlieues, souvent, c'est des gens qui viennent du milieu rural, pas loin, et qui viennent en ville, mais ils ne veulent pas aller en ville-ville. Donc, ils s'installent, mais ensemble, ils recréent un peu des villages dans les banlieues là. Et ces gens sont plus conservateurs, comme le milieu rural est plus conservateur en général. Donc ils sont pas complètement urbains, ils sont plus ruraux, mais ils sont des ruraux dans l'urbain. Et elle dit que ça explique un peu sociologiquement pourquoi ces gens-là sont plus conservateurs et se sentent moins une appartenance à la ville, etc. C'est ça, Mais c'est vrai puis, qu'il faut trouver la- pourquoi c'est si difficile d'implanter le transport en commun dans les banlieues? Oui, c'est ça. C'est qu'à la campagne, t'as une ville, t'as ta voiture. Et donc pour eux, c'est ça, exactement. C'est exactement ça Et moi, l'explication. j'entendais avant hier une amie à moi qui disait ouais, c'est ça, il va falloir que ma fille, il va falloir que j'organise, il faut qu'elle ait son permis de conduire. Tu sais. Moi, mes enfants ont pris leur permis de conduire à 20 ans, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça. Vivre en ville, c'est. Tu sais, comme par exemple, on entend souvent les parents se plaindre qu'ils font du taxi à fin de semaine. J'ai jamais fait ça. Jamais. Les activités de mes enfants étaient toutes à distance à pied. Quand ils étaient plus jeunes, je marchais avec eux autres pour aller les conduire, mais jamais plus. Là. Du taxi, j'ai jamais fait ça. Ils n'ont pas fait de hockey. Puis, hein? Ils n'ont pas fait de hockey. Non. C'est ça. Ben, il y avait bien des activités quand même. De toute façon, plus dans la culture. Dans la danse, le théâtre, les arts visuels. Bon. Mais ceci dit, les banlieusards ont un mode de vie majoritairement plus en autarcie. Tu sais, les parcs en banlieue ne sont pas utilisés. Parce que chacun a son petit parc dans sa cour pour ses enfants. Il y a son cinéma maison, tu n'as pas besoin d'aller à des endroits où il y a beaucoup de monde, tu restes, tu as tout ce qu'il te faut chez vous. Puis tu vas pas à l'épicerie du coin, tu vas à une grosse épicerie où tu es sûr de ne pas rencontrer personne que tu connais. Tu sais? Moi, je trouve que c'est ça. Et voilà. Bon, ben, un grand Puis, merci. ce que je dis souvent, la différence entre un quartier central et un quartier de banlieue, quand tu rentres chez un banlieusard, tu rentres toujours par la porte de côté en dessous du carrefour. Oui. Tandis qu'en ville, tu rentres par la porte de l'avant. Elle est accueillante. C'est bon. Alors, un grand merci vraiment pour t'applaudir pour ta conférence et pour tout ce que tu as donné à la ville de Québec et dont nous profitons tous maintenant. Alors, je suis un décrateur.